Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast Expression libre. Aujourd'hui, nous allons aborder des questions économiques fondamentales, stratégiques, liées à la protection de votre épargne, à la question de l'euro numérique. Et pour aborder ces questions, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Gérald Authier. Bonjour Gérald. Bonjour Charles, merci pour ton invitation. Alors nos auditeurs te connaissent, tu es essayiste, tu es financier et je précise tout de suite à ceux qui nous regardent que l'intégralité de ce podcast se retrouve dès maintenant sur notre application mobile Omerta que vous pouvez télécharger via Apple Store, Google Play ou via notre site internet www.omertamedia.fr. D'avance, merci. Alors aujourd'hui, Gérald, ce podcast, on a décidé de l'orienter sur les questions économiques, mais plus précisément sur la question de l'épargne, puisque c'est un thème qui revient depuis plusieurs mois. On sait que l'État français lorgne sur l'épargne des Français. On peut même, en quelque sorte, dire qu'il prépare une guerre contre l'épargne des Français. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, quand on parle d'épargne, de quel montant s'agit-il à l'échelle nationale et pourquoi est-ce que ce thème est devenu finalement l'une des priorités du gouvernement français? Oui, alors rappelons déjà qu'il y a depuis quelques mois, quelques années, tout un faisceau d'indices qui laissent à penser que l'État cherche à s'accaparer notre épargne. Ou disons-le clairement, l'État cherche à piocher, à voler l'épargne des Français. Il y a quelques mois, au mois d'avril, la question de la mobilisation de l'épargne, où plusieurs responsables politiques s'étonnaient du fait que l'épargne des Français, donc on parle des comptes de dépôt, qui s'élèvent, pour répondre à ta question, à environ 2000 milliards d'euros. Il faut le mettre en perspective avec les 3400 milliards de dettes. L'épargne des Français, sous forme de dépôt, c'est 2000 milliards de dettes. L'épargne totale des Français, c'est 6000 milliards de dettes. Mais on y reviendra. Effectivement, il y a une différence entre l'épargne des Français, ce n'est pas l'épargne de l'État, c'est l'épargne des Français. C'est votre argent, l'argent des citoyens. Donc depuis quelques mois, il y a cette discussion sur la mobilisation de l'épargne. Donc au mois d'avril, la question, il y a eu plusieurs responsables politiques. On a aussi entendu Thierry Breton qui s'étonnait du fait que les Français disposent de, soi-disant, beaucoup d'épargne, ce qui n'est pas tout à fait le cas, et que l'épargne des Français dormirait et qu'il conviendrait de la mobiliser. Effectivement, ça a fait un tollé et le gouvernement a rétropédalé. Mais tu le sais très bien, c'est le principe du ballon d'essai en politique. C'est-à-dire qu'on lance une idée, on va juger, on va jauger de la réaction des Français et si les Français sont mûrs pour l'idée, on la met en place et si on voit qu'ils s'en offusquent, on rétropédale. Et là, effectivement, on a rétropédalé. Et je pense qu'on devrait vraiment être terrifié à l'idée, à ces tentations totalitaires qu'a l'État de vouloir s'accaparer notre épargne. C'est quelque chose qu'on a vu depuis plusieurs années. On le voit avec ce qu'on appelle la guerre contre l'argent liquide. Et effectivement, il y a cette guerre contre l'épargne, cette mobilisation de l'épargne qui menace aujourd'hui l'épargne des Français. Pourquoi est-ce que ce thème de la mobilisation de l'épargne apparaît maintenant, alors que finalement, la question de la dette se pose depuis 20 ou 30 ans? Pourquoi est-ce que le gouvernement Macron en a fait un thème, alors que les gouvernements précédents, finalement, n'ont pas osé y toucher? Alors, c'est très simple. Tout simplement parce qu'on arrive en fin de cycle. On arrive en fin de cycle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dette française, la dette souveraine, donc la dette publique de l'État français, a augmenté de manière plus ou moins constante ces dernières années et qu'on arrive presque au maximum de ce que l'on peut endetter. À partir du moment où il y a un doute sur la capacité d'un État à rembourser, il y a des acteurs qu'on appelle des agences de notation qui vont dégrader la note de l'État. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que cet État en question ne pourra plus emprunter aux mêmes conditions et ça va lui coûter beaucoup plus cher. Donc, l'alternative, un État, comment ça fonctionne? Quelque part, tu as
des dépenses et des recettes. Les dépenses, c'est les dépenses publiques, et les recettes, c'est l'impôt, ou quelque part d'aller chercher de la dette sur les marchés auprès d'investisseurs internationaux qui vont nous donner de l'argent qu'on devrait rembourser plus tard. Sauf que les impôts aujourd'hui sont arrivés à un niveau étouffant pour l'activité économique. Et record en Europe d'ailleurs. Et record dans le monde. Et la dette, on s'aperçoit bien que la marge de manœuvre aujourd'hui est très limitée. Donc, cette idée qui a germé, c'est l'idée de la mobilisation de l'épargne. Qu'est-ce que ça veut dire la mobilisation de l'épargne ? Tout simplement, ça veut dire d'une manière ou d'une autre, s'intéresser à comment on peut aller piocher dans l'épargne des Français. J'aimerais simplement te dire là-dessus un point, parce qu'effectivement, le gouvernement a rétropédalé et après nous a dit non, il ne s'agit pas d'aller piocher dans l'épargne des Français, il s'agit de mettre en place des plans d'épargne volontaires, notamment dans le secteur de la défense, pour financer certaines activités. Oui, mais sauf que quand on dit mobilisation de l'épargne, à quoi est-ce qu'on pense ? On pense à 2013. On pense au gouvernement chypriote qui, en accord avec la Commission européenne, a été ponctionné, a été volé l'argent des épargnants chypriotes à hauteur de jusqu'à 50% de l'épargne sur leur compte. Donc c'est à ça qu'on fait référence. Et effectivement, ça n'arrivera pas demain matin sans raison, mais si un jour on arrivait dans une situation économique qui oblige la France, d'une manière ou d'une autre, à faire tout ou partie défaut sur sa dette, la question de la mobilisation de l'épargne, c'est-à-dire de la ponction de l'épargne sur les comptes courants des Français, se poserait. Est-ce qu'on sait précisément ce que souhaitait faire le gouvernement dans ce ballon d'essai ? Est-ce que c'était prélevé sur les pourcentages, sur l'argent généré par les placements de cette épargne, ou est-ce que c'était, comme dans le cas chypriote apparemment, c'était vraiment aller chercher le capital brut des Français? Non, évidemment, on n'a pas cette information, parce qu'au moment où l'information est publiée, qu'est-ce qu'on entend ? On entend les Français disposent de beaucoup trop d'épargne sur leur compte courant, il convient de le mobiliser. Il y avait en arrière-plan aussi la guerre en Ukraine, où il faudrait quelque part... Ce mot de mobilisation de l'épargne, il n'est pas anodin. Mobilisation, c'est une utilisation sémantique plutôt dans le champ de la guerre. C'est pas très clair d'ailleurs, mobilisation de l'épargne. On a l'impression vous allez participer à l'effort patriotique en mobilisant votre épargne. Il y a un petit peu ça derrière. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire la mobilisation de l'épargne ? Ça veut dire la ponction, le vol de l'épargne, de votre épargne, qui se trouve aujourd'hui sur votre compte bancaire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a un grand nombre d'épargnants qui ouvrent des comptes à l'étranger et qui vont placer leur argent sur des comptes dans des pays étrangers, que je rappelle, et c'est important de le rappeler, qu'il faut toujours déclarer à l'administration fiscale française, parce que sinon vous faites véritablement allumer. Mais il est tout à fait possible de le faire. Ça pourrait être aussi, si on réfléchit sur ce thème de mobilisation, comme tu le rappelais, il y a une connotation un peu guerrière, un peu patriotique. Ça pourrait être d'orienter les placements des Français vers, je dirais, des investissements dans le secteur de la défense. Ça pourrait être simplement ça. Si c'est ça, pourquoi pas ? Alors, la question qui se posera, c'est de se dire, est-ce que c'est un bon investissement ? Mais s'il y a une sorte d'obligation, ça me pose problème. Si c'est sur la base du volontariat, avec plaisir, pourquoi pas ? Alors, tu l'as rappelé, le contexte économique est quand même morose. Les Français subissent des taux d'imposition records, tu l'as dit aussi. Et pourtant, les Français ont aussi le record de l'épargne. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que, dans un contexte, je dirais, de tabassage fiscal quasiment, les Français réussissent à épargner à des niveaux records? Alors, encore heureux que les Français arrivent à épargner une partie de leurs revenus et qu'ils ne dépensent pas tout. Maintenant, d'une manière générale, pourquoi est-ce que les gens épargnent ? On épargne souvent quand on se pose des questions sur l'avenir. Quand l'avenir n'est pas clair, quand il y a des doutes, quand on est inquiet. Quand on est inquiet, on ne dépense pas tous ses revenus, on en met un petit peu de côté. Et en général, de quoi parle-t-on ? On parle d'un matelas de sécurité. Sécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'inquiète sur ce qu'il pourrait advenir. Donc la raison la tendance, la propension des Français à vouloir se créer un matelas de sécurité, c'est d'abord quelque chose de tout à fait naturel, humain, de se prémunir contre ce qu'il pourrait advenir, mais c'est aussi, peut-être dans un contexte économique hexagonal très incertain,
la façon d'exprimer qu'on n'est pas tout à fait confiant sur ce qui va se passer sur les prochaines années, d'autant plus qu'aujourd'hui, on entend parler de ces niveaux de dette qui sont records, de ces Français qui, comme je le disais, ouvrent des comptes et mettent leur argent à l'étranger, de ces Français qui sont de plus en plus nombreux, en tout cas pour les forces vives, les entrepreneurs et les créateurs, à s'expatrier, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour le pays. Donc ceci explique beaucoup pourquoi les Français épargnent une grande partie de leurs revenus. En tout cas, quand ils peuvent le faire, ils essaient de le faire parce que ce n'est pas toujours facile. Et rappelons quand même que la majorité des Français n'ont même pas cette possibilité d'épargner. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à boucler les fins de mois. C'est important de le rappeler. Je vais faire une petite digression, mais on dit souvent que les Français à l'étranger sont des radins. Est-ce qu'il y a aussi un facteur culturel peut-être lié au capitalisme français, à l'état d'esprit français, qui épargne plus que d'autres nations en Europe? Je ne sais pas si c'est particulièrement lié à la nature même du français. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur la partie des inquiétudes économiques, le peuple français est un peuple particulièrement angoissé. C'est un peuple qui, depuis toujours, c'est un peuple de Gaulois qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Donc, ça peut s'expliquer de cette manière-là. Ça joue aussi, ça. Je pense que ça joue peut-être un petit peu. Maintenant, on n'a pas non plus les dirigeants... Enfin, effectivement, on a quelqu'un qui est censé être le Mozart de la finance, mais j'ai pas l'impression qu'ils comprennent beaucoup de choses à l'économie. J'ai pas l'impression qu'on ait des dirigeants économiques qui donnent une direction claire à ce que va advenir, à ce que sera la France, en tout cas économiquement, sur ces 10, 20 prochaines années. Donc, à leur place, je ferais pareil et je mettrais de l'argent de côté si je le pouvais. Oui, d'ailleurs, on a l'impression, quand on regarde le patrimoine d'Emmanuel Macron, qu'il a aussi pas mal épargné, là. C'est un sujet qu'il doit connaître. Parce que je sais pas si tu devrais quand on regarde les actifs, si tu devrais me lancer là-dessus, parce que... un petit mot. Un petit mot, je te dis que toute personne qui a un niveau de mathématiques supérieur à la 6e et qui a appris l'arithmétique sait que le patrimoine d'Emmanuel Macron n'est pas celui qu'il a déclaré. C'est strictement impossible, ça ne tient pas du tout la route. Donc après, que les journalistes ne s'occupent pas de ça, c'est leur problème, mais personne, en tout cas, de sérieux dans le monde de la finance ne croit un seul instant que Emmanuel Macron a le patrimoine qu'il a déclaré. Il a au moins 10 fois ça, et encore, je suis généreux. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que l'épargne fait partie des obligations des déclarations de revenus. Oui, c'est-à-dire qu'en se présentant à l'élection présidentielle en 2017, il a dû présenter l'état de son patrimoine qui était... dont l'épargne. De son épargne globale, de son patrimoine, de combien est-ce qu'il avait, effectivement, qui paraissait très faible au regard des revenus qu'il avait eus, qui sont publics pour partie, puisqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et par ailleurs, il a travaillé dans une banque d'affaires où il avait un niveau assez élevé, et il a, comme on dit dans la finance, closé un deal, c'est-à-dire qu'il a finalisé une transaction assez importante, et que dans ces cas-là, en général, on reçoit un pourcentage, peut-être petit, mais sur la masse de la transaction assez important, qui laisserait plutôt à penser que le patrimoine d'Emmanuel Macron, c'est plutôt de l'ordre de quelques millions d'euros. Alors, il y a un autre sujet qui intéresse le gouvernement Macron, c'est la chasse, la guerre contre l'argent liquide. Alors oui, pourquoi est-ce que ça vient finalement en complément? Bon, on a l'impression que le gouvernement est un peu aux abois et qu'il cherche, il va dans toutes les directions possibles et imaginables, jusqu'à s'intéresser à l'argent liquide. Alors, c'est pas un sujet qui est que franco-français. Il a tendance quand même à disparaître, notamment en Europe, enfin à diminuer. Mais là, on comprend pas bien pourquoi l'argent liquide devient tout d'un coup aussi une priorité économique pour le gouvernement. Oui, alors c'est très juste ce que tu dis sur l'argent liquide. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que ce que fait le gouvernement depuis quelques années, c'est de s'attaquer d'une manière systématique, organisée, à l'argent liquide, à ce qu'on appelle les espèces. Et il faut le dire, c'est de manière c'est très malin. Ça se fait grâce à la communication institutionnelle. La première chose, c'est d'assimiler systématiquement tout ce qui est argent liquide à soit de l'évasion fiscale, soit du trafic de drogue. À tel point qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a de l'argent liquide sur lui,
On se dit, mais attends, tu cherches à frauder le fisc ou tu fais quoi? Tu deals? C'est quoi le secret? Aujourd'hui, c'est ça. Tu es coupable parce que tu as 300 € dans ta poche. T'es coupable. Présumé coupable. Présumé coupable dès que tu as un petit peu d'argent liquide. Et il faut dire aussi que le citoyen lambda qui lui aussi se pose les mêmes questions et qui a quelque part intégré intellectuellement ce discours institutionnel participe de la guerre contre l'épargne. Pourquoi ? Parce que si tu as pas ton argent sur toi ton argent liquide avec toi, tu le mets où ? Tu le mets en banque. Et c'est justement tout l'intérêt du gouvernement que de faire en sorte que la totalité de tes fonds, de ton argent, soit sur ton compte bancaire. Rappelons encore une fois, en 2013, le gouvernement chypriote, en accord avec la Commission européenne, a été ponctionné dans l'épargne bancaire des Chypriotes, pas dans l'épargne liquide des Chypriotes, dans l'épargne bancaire des Chypriotes. Donc, on peut comprendre l'intérêt. Permets-moi de te prendre un deuxième exemple. Aujourd'hui, si tu as 10 000 et 2 € sur toi, les douanes, qui utilisent des chiens renifleurs, peuvent te confisquer ton argent liquide. Alors, la première réflexion qu'on fait généralement, c'est mais qui a besoin d'avoir 10 000 € d'argent liquide sur soi ? Mais ce n'est pas le sujet. Mais peu m'importe. Le sujet, c'est que si c'est ton argent, tu ne devrais même pas devoir le justifier. Ça devrait être aux douanes de démontrer que ce n'est pas ton argent. Parce que si c'est ton argent et que tu commences à rentrer dans le jeu de tu n'as pas le droit d'avoir d'argent liquide, alors on retombe effectivement dans si j'ai pas le droit d'avoir de l'argent liquide sur moi, alors je vais le mettre à la banque. Et toute cette communication institutionnelle qui est très maligne repose effectivement sur le fait d'assimiler ceux qui ont de l'argent liquide à des fraudeurs ou à des dealers. En 2024, donc l'an dernier, tu es un sénateur de gauche dont j'ai oublié le nom, qui a fait une proposition de loi qui visait à restreindre les paiements d'argent liquide entre particuliers. Et à lire l'exposé des motifs, tu comprends dès le départ que l'objectif, c'est de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Mais bien évidemment, il y a toujours les plus nobles intentions lorsqu'on cherche à restreindre l'utilisation, dans ce cas-là, de l'argent liquide. Et au final, tu t'aperçois du fait qu'effectivement, tous les paiements en argent liquide sont très limités. Je vais te prendre un deuxième exemple de l'argent... C'est limité d'ailleurs, c'est même assez contraint, ça devient de plus en plus, ça devient presque impossible. Il y a maintenant des limites, il y a des plafonds de paiement en liquide dans les magasins. Exactement. C'est justement là-dessus que je voulais intervenir, c'est sur ces plafonds, ce qu'on va appeler l'effet de seuil. Est-ce que tu sais de quand date cette limite de 10 000 €? Je sais pas, 30 ans. Alors, elle a été instaurée le 15 juin 2007. Depuis le 15 juin 2007, si tu as plus de 10 000 € sur toi et que tu n'es pas en mesure de le justifier, et encore une fois, ce n'est pas forcément facile de justifier si tu as fait des retraits sur une longue période, on peut te confisquer cet argent. Mais il y a une question que je me pose, moi. Entre 2007 et aujourd'hui, combien d'années se sont passées ? 18 ans. Il y a eu combien d'inflation sur la période ? Au bas mot, environ 30%. Ça veut dire qu'à parité de pouvoir d'achat, 10 000 € de 2007 revient à 7 500 € de 2025. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans 10 ans, s'il continue à avoir beaucoup d'inflation, on aura toujours cette limite des 10 000 €, mais qui vaudront 5 000 €. Est-ce que tu comprends le mécanisme silencieux qui est à l'œuvre là ? C'est-à-dire que le législateur, tout ce que je te le dis, il le sait. Les effets de seuil, c'est pour faire en sorte que de moins en moins, tu puisses utiliser ton argent liquide. À tel point qu'aujourd'hui, quand tu retires 1 000 € en espèces de la banque va faire une déclaration TRACFIN. Ça, c'est sûr que quand mamie va retirer 1 000 € pour les donner en espèces à Noël à ses petits-enfants, ça, c'est sûr que c'est important de faire une déclaration TRACFIN. Ça, les banques, là-dessus, elles ont tout compris. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans argent liquide ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe déjà dans certains pays ? En fait, tu peux tout à fait l'imaginer, mais c'est pas dans notre intérêt aujourd'hui d'avoir... moi, c'est pas dans mon intérêt de laisser mon moyen de paiement, ma réserve de valeur et ce qu'on appelle l'argent liquide, mais en tout cas d'en donner un contrôle
totale à l'État. C'est une part de liberté aussi, l'argent liquide. Mais c'est exactement le sujet. On est quasiment dans la philosophie, là. On est exactement dans le sujet. La question, aujourd'hui, quand tu retires de l'argent de ta banque, tu dois le justifier. Quand tu déposes de l'argent dans ta banque, tu dois le justifier. Ça s'appelle un contrôle. Un contrôle qui, puisqu'il est dans les deux cas, total. C'est un contrôle totalitaire. On est effectivement dans du totalitarisme. Même si on peut y donner les plus nobles intentions du monde, de me dire que c'est la lutte contre je sais pas quoi, le trafic d'héroïne, de crack, je sais pas quoi. Le blanchiment, oui. L'idée, au final, c'est de contrôler les citoyens. Alors pourquoi, effectivement, est-ce qu'il y a cette attaque contre l'argent liquide ? Je vois deux raisons principales. La première raison, fondamentalement, c'est que c'est dans la nature même de l'État. C'est-à-dire que l'État, comme le disait Frédéric Bastiat, c'est un peu cette fiction où on essaye tous de vivre aux dépens des autres. Et donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il essaye de prendre. Et tu peux regarder sur ces 30, 40, 50 dernières années, l'intégralité du corpus législatif, toutes les lois que tu peux trouver, elles vont toutes, toujours, dans une seule direction. Moins de liberté, plus d'impôts. Ça, c'est marrant, ça ne va jamais dans l'autre sens. La deuxième raison pour laquelle il y a cette guerre contre l'épargne liquide, il me semble, c'est effectivement donc, ce que je disais avec cette histoire du gouvernement chypriote qui a confisqué une partie de l'argent liquide, sur les comptes bancaires de ses citoyens, c'est que je pense qu'on va, ces prochains 12 à 18 mois, se retrouver face à une crise économique, une crise financière d'ampleur. Je vais dire deux choses là-dessus qui me paraissent très utiles pour les followers. La première chose, c'est que tu as dû remarquer, il y a quelques semaines, je crois, la Banque Centrale Européenne a émis cette remarque qu'elle conseillait à tout le monde de garder un petit peu d'argent en cash à la maison. Dans quel but ? Si on cherche à supprimer le cash. C'était une petite somme, mais je ne sais pas, moi, si quelqu'un me dit, si tu sors dehors, prends un parapluie, surtout si cette personne en question est une autorité dans son sujet, ce qui est le cas de la Banque Centrale Européenne, je me dis qu'elle doit savoir quelque chose que je ne sais pas. Donc effectivement, je pense que la Banque Centrale Européenne a conscience des mêmes risques qui pèse sur l'économie aujourd'hui et qu'elle se dit, évitons que ce soit la panade totale et que chacun ait 50, 60, 100 euros sur lui. Mais donc, je veux dire, si on en est réduit à devoir, pour éviter la panique, pour devoir s'en sortir, à garder des sommes aussi ridicules sur soi, c'est que ça va très très mal. Ou alors c'est qu'il y a un défaut d'analyse des autorités européennes, mais là aussi c'est inquiétant. Effectivement, c'est inquiétant. Ça paraît un peu ridicule, un peu dérisoire quand même, garder 100 euros sur soi pour faire face à quoi ? On ne sait pas d'ailleurs, c'est pas expliqué. C'est pas expliqué, mais la question c'est toujours pourquoi est-ce que cette question est mise sur la table ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ? Alors c'est pas anodin. Quelle est ton analyse, toi ? Pourquoi ? Justement, je viens de te le dire, c'est parce que je pense que la Banque Centrale Européenne a conscience des mêmes risques qui pèsent sur l'économie et elle se dit effectivement, laissez votre argent globalement sur votre compte bancaire, mais gardez-en quand même une petite partie avec vous parce que ça risque de piquer un petit peu. Mais est-ce qu'il y a une urgence liée à la période ? Je veux dire, pourquoi maintenant conseiller aux Européens de garder un peu de liquide sur eux ? Pourquoi ça arrive maintenant ? Est-ce qu'il y a une urgence économique ? Il y a une crise qui arrive là, qui est imminente ? Parce que pose la question du timing quand même. Dans 12 à 18 mois, tu verras, il y aura une crise économique ou une crise financière d'ampleur. Je reviendrai peut-être sur ton podcast pour en parler, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet du jour. On va creuser le sujet, oui. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire sur la guerre contre l'épargne, c'est qu'effectivement, tu as d'une part un gouvernement, puisque c'est la nature même de l'État que d'aller chercher l'argent de ses citoyens, et de l'autre côté, tu as effectivement aussi cette crainte, ces risques systémiques qui pèsent sur notre économie. Alors on me dit, assez souvent, quand je dis ça, on me dit oui, mais ça va, il y a la garantie des 100 000. Alors, c'est quoi la garantie des 100 000 ? Justement, j'aimerais le dire de manière très claire. Déjà, il n'y a pas de garantie des 100 000, ça n'existe absolument pas. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Et c'est quoi ce concept ? Il y a une garantie des dépôts
en cas de faillite d'un établissement bancaire. Cette garantie n'est ni illimitée, ni systématique. Attends, pour que nos auditeurs comprennent bien, tu parles d'une garantie des 100 000. Est-ce que tu peux contextualiser? Cette garantie, elle vient d'où? Elle est inscrite dans quel texte? Ça correspond à quoi? Les banques, sur la base du volontariat, donc ce n'est pas toutes les banques, donc c'est important de vérifier si votre banque participe à ce programme, peuvent abonder dans un fonds. Ce fonds, qui aujourd'hui, peu ou prou, fait 7,5 milliards d'euros, et le fonds qui interviendrait, pas de manière automatique, puisqu'il faut l'autorisation de l'ACPR, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel, pour renflouer les épargnants à hauteur de 100 000 euros. Mais 2 points là-dessus qui sont importants. Le premier, c'est que 7,5 milliards d'euros, ça représente une toute petite partie des dépôts qui s'élèvent à 2 000 milliards d'euros. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que on ne parle pas... Le risque qui pèse sur l'économie aujourd'hui, ce n'est pas un risque de faillite d'établissement bancaire en particulier. Donc, ce n'est même pas le sujet. Le risque, c'est un risque de défaut de la France sur sa dette. Maintenant, je vais te poser une question. Comment sont investis les 7,5 milliards d'euros? Parce qu'ils rapportent de l'argent, encore heureux. Tu vas nous le dire. Ils sont investis sur la dette française. Donc, venir me dire, attends, s'il y a un défaut de la dette française, je suis protégé parce qu'il y a une garantie des 100 000, alors que c'est une garantie en cas de faillite d'établissement bancaire. Ça n'a aucun sens. Et qu'en plus, cet argent est investi lui-même dans la dette qui ferait défaut, ça me paraît un petit peu antinomique, si tu veux. Il n'y a pas trop de sens. Est-ce que la question a déjà été posée, que ce soit un responsable gouvernemental ou un responsable d'établissement bancaire, un économiste? Pourquoi est-ce que cette question, on a l'impression, n'est jamais soulevée? Je ne sais pas. Là, tu viens de me la poser, je t'apporte la réponse. Les autres, je ne peux pas te dire pourquoi ils ne t'apportent pas la même réponse. Mais en tout cas, il suffit de regarder les textes, de se pencher sur le sujet, et tu auras exactement la même réponse que je viens de te donner. Donc en fait, cette garantie, c'est du maquillage, c'est pour rassurer, mais en réalité... C'est pas ce que je dis. En partie, mais c'est pas tout à fait ce que je dis. C'est-à-dire que la garantie fonctionnerait si tu avais une faillite d'un petit établissement bancaire. Je crois que la dernière fois qu'elle a été utilisée, c'était en 2002 pour un petit établissement bancaire qui a fait faillite. Mais si c'est une grande banque qui ferait faillite, ses actifs seraient rachetés par une autre banque, donc c'est pas le risque. Mais le risque aujourd'hui qui pèse sur nous, c'est un risque de défaut de la dette souveraine française. Et excuse-moi, c'est pas ce fonds de garantie qui va intervenir de quelque manière que ce soit, puisque justement l'argent est investi dans la dette française, l'argent de ce fonds. Alors les deux sujets, là, on a parlé de l'épargne, on a parlé de l'argent liquide. Est-ce que le monde d'Orwell, du célèbre livre 1984, existe en économie? Et est-ce que l'économie française, est-ce qu'on est en train d'entrer un peu dans ce monde d'hyper-contrôle en fait, de l'épargne, mais finalement de l'argent, et finalement de la vie, en fait, parce que tout ça, c'est le sujet. Quand tu contrôles, tu as des mécanismes de contrôle sur les achats, les dépenses, les revenus des citoyens, des contribuables, finalement, il y a une capacité d'ingérence aussi dans leur vie, quoi. Oui, alors, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu une question philosophique. Moi, je pense que l'objet final de l'État, pas forcément français, mais d'un État, c'est de contrôler totalement sa population. C'est ce qu'un État cherche à faire dans sa nature. Ça, c'est ce que tu observes. Dans la France, d'Emmanuel Macron. C'est le mouvement que tout État prend. Il y a des exceptions, mais globalement, c'est d'avancer vers de moins en moins de liberté. Tout le monde le ressent, qu'il y a de moins en moins de liberté, de plus en plus d'impôts, donc de plus de contrôle. Maintenant, la question que tu me poses, elle est un petit peu différente, et elle est très intéressante. Effectivement, ce qu'il convient d'appeler, on va l'appeler l'oligarchie monétaire, il y a quelques mois, a révélé son jeu. C'est-à-dire ? Et comme tu le dis très bien, on pourrait se croire dans le roman de George Orwell, 1984, qui, je le rappelle, n'était pas un mode d'emploi, qui était quand même censé être une œuvre de fiction, mais qui ressemble de plus en plus à ce que nous allons
vivre ces prochaines années. Une prédiction, tu penses que c'est une prédiction? Je ne pense pas que c'est une prédiction. Je pense qu'en fait, je m'amuse un petit peu du fait que les autorités cherchent de plus en plus à essayer de contrôler la population. De quoi est-ce que je veux parler concrètement? Je parle de ce qu'on appelle l'euro digital. Qu'est-ce que l'euro digital? C'est une monnaie digitale qui est émise par la Banque centrale européenne. Donc, des monnaies digitales, il y a 3 grandes familles. Okay, on ne va pas rentrer dans le détail, ça demanderait encore un autre podcast. On pourra creuser le sujet, c'est intéressant, mais oui, est-ce que tu peux nous faire une Alors, tu as d'un côté, on va dire, les crypto-monnaies les plus connues, la numéro 1 étant le Bitcoin, tu en as d'autres, l'Ethereum, le Solana, etc., qui sont des crypto-monnaies, on va les qualifier de volatiles, c'est-à-dire qu'elles visent, pour certaines d'entre elles, uniquement à la spéculation. Pour d'autres, elles ont des fonctions très intéressantes. Je pense par exemple à une crypto-monnaie qu'on appelle le Ripple, qui a vocation à remplacer les transferts SWIFT, c'est-à-dire les transferts internationaux. Les transferts internationaux, aujourd'hui, ça prend 3-4 jours et ça peut coûter jusqu'à 50 € dans certains cas. Le système de Ripple, sans rentrer dans les détails, c'est une infrastructure, c'est une autoroute qui permet des paiements entre 2 pays instantanés et pas chers. Donc, il a une réelle utilité dans la vie réelle. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, on a ce qu'on appelle les stablecoins. Le plus connu étant l'USDT, le stablecoin Tether en dollars, qui est simplement une crypto-monnaie qui a pour vocation d'avoir une parité de 1 avec 1 avec une autre monnaie, en l'occurrence le dollar. Strictement aligné sur le dollar. Et le but, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, il y en a plusieurs, mais c'est notamment de faire des transferts. De transférer l'argent ou de garder l'argent de manière rapidement mobilisable en crypto. Et tu as cette troisième famille, qui est cette nouvelle famille, qui sont les monnaies digitales, mais émises par des acteurs publics, en tout cas semi-publics en ce qui concerne les banques centrales, comme l'euro digital. Et il est assez étonnant de constater qu'au même moment où les États-Unis de Donald Trump cherchent à renforcer l'attractivité du dollar en notamment investissant une partie de leurs réserves en Bitcoin, nous, en Europe, on cherche à mettre en place une législation. En tout cas, la Banque centrale européenne pousse les États membres à mettre en place des législations afin d'adopter les crypto-monnaies digitales, l'euro digital. Alors, à quoi sert l'euro digital selon la Banque centrale européenne? Elle nous donne 2 raisons principales que je vais te détailler, et ensuite il y a la vraie raison, et on va en revenir au début de ta question. La première raison, nous dit Christine Lagarde, c'est que l'euro digital, ça va permettre de tracer les transactions financières. Donc ça, c'est dans un but toujours pareil, comme pour l'argent liquide, c'est de lutter contre le blanchiment finalement. Par exemple, elle nous dit ça, sauf que on a envie de lui répondre, Madame Lagarde, c'est un peu court, parce qu'on peut déjà tracer les transactions bancaires aujourd'hui entre banques. Donc, ce n'est pas la bonne raison. La deuxième raison, nous dit-elle, et ça va être un petit peu plus subtil, donc je vais prendre le temps d'expliquer, elle nous dit, l'euro digital, ça cherche à renforcer les mécanismes de transmission monétaire. J'explique. Quand tu as une récession en économie, quand les choses vont mal, la Banque centrale croit que c'est son devoir, que c'est sa mission d'intervenir. Elle suit les préceptes d'un économiste de gauche qu'on appelle Keynes. Donc on appelle ça des politiques monétaires interventionnistes keynésiennes. Et pour cela, elle dispose d'un outil principal, il y en a d'autres, mais un outil principal, c'est la baisse des taux. Et la Banque centrale se dit, si il y a des problèmes dans l'économie, qu'il y a une récession, il faut stimuler la consommation. C'est la base de la théorie keynésienne. Et pour cela, on va baisser les taux d'intérêt, le taux d'intérêt de la Banque centrale, parce que ça va faire baisser les taux d'intérêt des banques qu'on appelle les banques commerciales. Et effectivement, si les taux d'intérêt baissent, les gens auront plutôt tendance à prendre des crédits, immobiliers notamment. Okay. Sauf qu'il y a un problème. La Banque centrale européenne ne peut pas contrôler, ne peut pas te contraindre à prendre un crédit. Je prends un crédit si j'en ai envie, si c'est dans mon intérêt. Et comme on le disait, en général, quand il y a des récessions, on a envie de garder son argent avec soi. On n'a pas forcément envie de s'endetter. Okay. Et ça,
la Banque centrale, elle n'aime pas trop, parce que la Banque centrale, elle aime la contrainte, elle aime la coercition. Et en réalité, ce que fait la Banque centrale, elle va créer ce qu'on appelle une illusion monétaire. En gros, elle va changer les règles du jeu, ce qui va créer la prochaine crise financière. Je prends un exemple. Imagine, dans un petit village de France, tu as un restaurant. Ce restaurant fait chaque nuit 50 couverts. Okay, et un jour, à proximité du restaurant, s'installe un cirque. Le restaurateur ne sait pas qu'il y a de cirque qui s'est installé. Il voit affluer une nouvelle demande. Donc il se dit, attends, premier jour je refuse du monde, deuxième jour je refuse du monde, j'ai de la demande, qu'est-ce que je fais? Je vais embaucher, je vais prendre un crédit, je vais agrandir mon restaurant. Un jour, le cirque s'en va. Notre restaurateur, il se retrouve avec un crédit pour l'agrandissement, il a acheté l'outillage nécessaire pour satisfaire ses nouveaux clients, il a embauché du personnel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit licencier tout le monde et fermer boutique. C'est ce qu'on appelle la crise. Donc au final, ce que fait la Banque centrale européenne, c'est de créer les conditions de la prochaine crise. Et je vais te prendre un exemple, d'ailleurs que tu n'as entendu peut-être certainement de nulle part sur YouTube, parce qu'il y a très peu de gens qui parlent de ça. Est-ce que tu sais quelle est la crise financière la plus retentissante de ces 150 dernières années? Si je me réfère au cours d'histoire de seconde ou de première, c'est 1929. Alors, il y a eu 1929 et il y a eu 2008. Mais en fait, quand tu regardes dans le détail, dans les statistiques économiques, la crise financière la plus importante, c'est la crise de 1921 et personne n'en a jamais entendu parler. Je vais te prendre des variables de comparaison. On va comparer avec 2008, crise plus récente. La production industrielle, en 2008, chute de 16%. Durant la crise économique de 1921, la production industrielle chute de 32%. Le chômage, au maximum de la crise de 2008, ça devait être octobre 2009, aux États-Unis, il est de 10%. Le chômage, au maximum de la crise de 1921, il monte à 16%. La chute de la bourse. La bourse, donc le Dow Jones, en 2008, chute d'environ une vingtaine de pourcents. En 1921, elle chute de 45%. Pourtant, un an plus tard, le chômage passe à 6%, et l'année suivante, en 1923, il est à 2%. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont fait les autorités monétaires? Qu'a fait le président américain Warren Harding? Il n'a rien fait. Absolument rien. Il a laissé faire. Revenons-en à nos moutons. Alors, ce que tu veux dire, c'est que dans une crise financière, une crise économique très importante, l'exemple que tu prenais, c'est que finalement, il y a des mécanismes de remise à niveau de l'économie, où en fait, il y a des hauts, il y a des bas, mais on arrive finalement à retrouver une situation sans interventionnisme monétaire, sans vraiment d'interventionnisme économique. Et là, ce que tu nous dis, c'est que la Banque centrale européenne, précisons bien à nos auditeurs, c'est la Banque centrale européenne, parce que la Banque centrale en France n'a plus vraiment à part l'émission de la monnaie papier, n'a plus vraiment de pouvoir. Le pouvoir a été transféré à Bruxelles. Est en train, je dirais, d'organiser, toi tu dis ça une crise, peut-être qu'eux, ils appelleraient ça une nouvelle politique économique à l'échelle de l'Europe. Alors oui, ce que je dis, c'est qu'effectivement, quand la Banque centrale intervient dans l'économie, elle crée les conditions de la prochaine crise. Et cette prochaine crise est plus violente que la précédente. Mais dans quel but? Simplement parce que c'est là, à mon avis, c'est une très bonne question que tu poses. Je pense qu'il n'y a pas de but derrière. Je pense que véritablement, les gens qui gouvernent les autorités monétaires sont des keynésiens convaincus. Ils pensent véritablement que c'est la chose qu'il faut faire. Que quand une crise survient, il faut intervenir pour stimuler l'économie, ce qui est une idée catastrophique. Pourquoi? Parce que la pire hantise d'un homme politique, c'est de se faire accuser de n'avoir rien fait. Et quand on met en place des outils économiques de stimulation de l'économie, on a au moins l'impression d'agir. Mais la meilleure solution, effectivement, c'est de ne rien faire. Mais est-ce qu'ils essaient, par l'euro numérique, parce qu'on parle d'euro numérique, est-ce qu'ils essaient de provoquer une nouvelle crise, ou est-ce qu'ils essaient d'anticiper sur la prochaine crise en prenant une initiative ?